Bonsoir à tous, bienvenue au webinaire donc consacré à la renaissance des nouvelles ruralités. Donc, je remercie évidemment tous les organisateurs de la série Ne laissons plus faire. Et en particulier pour cette émission, je remercie bien sûr Patrice Joly, donc, qui sera contributeur évidemment en tant que représentant national, qui sera donc notre représentant parlementaire, qui évoquera avec nous la question de cette renaissance des nouvelles ruralités. Et puis également Paul Béchameil, qui lui est un acteur de terrain, transformateur, lui aussi venant de ces villes, venant de milieux urbains, et qui a choisi délibérément de s'investir comme, non seulement comme entrepreneur, mais comme co-créateur d'un nouveau concept au sein d'un tiers-lieu appelé La Fabrique à Saint-Amand-en-Puisaye. Alors, nous voulons parler ce soir, bien évidemment, de deux aspects. C'est d'une part le choc qu'a constitué aujourd'hui la crise sanitaire et d'autre part les perspectives de renaissance du monde rural tel que nous l'appréhendons depuis un certain nombre de temps. Alors évidemment, la crise sanitaire a révélé d'une part une certaine impasse économique, en particulier difficultés économiques de la vie dans les entreprises, dans les métropoles. Les métropoles ont été pendant très très longtemps, vous savez, le cœur des politiques publiques. Métropole qui est à la fois intégrée les infrastructures, les entreprises, la valeur, et qui petit à petit absorbait l'essentiel de la population émanant notamment de cette campagne qui, jusqu'en 1928, était encore majoritaire dans notre territoire en termes de population. Il en a suivi un long déclin qui a fait qu'on a défini plus ou moins en creux cette notion de ruralité. Évidemment, la ruralité, ce n'était pas les cœurs de ville, ce n'étaient pas les villes-centres qui sont aujourd'hui délimitées par les rocades et les périphériques. Ce n'était pas non plus la banlieue, ce n'était pas non plus le périurbain, parsemé évidemment de ces centaines de milliers de pavillons. C'était donc le résiduel, c'était effectivement, mais en même temps, 70% de la population, 70% pardon, du territoire avec moins de 20% de la population. À partir des années 80, on a constaté un essor très lent, effectivement, de certaines ruralités, avec un décollage de certains secteurs, un retour consécutif, soit à des crises économiques, soit à des recherches, évidemment, de nouveaux cadres de vie. Et c'est ce mouvement qui, aujourd'hui, à notre sens, percuté, accéléré par la crise sanitaire. D'une part, économiquement, on le voit très bien. Est-ce possible de continuer à travailler lorsque, dans les entreprises, on doit diviser le nombre de collaborateurs par 3 pour garantir effectivement d'une qualité sanitaire optimale? Peut-on continuer lorsque les transports publics divisent par 2 leur capacité d'accueil? Peut-on continuer quand on sait ce que comporte, évidemment, en termes de coûts écologiques, évidemment, la sursaturation des réseaux routiers? Le deuxième point, c'est le facteur effectivement du développement durable. L'émergence du développement durable est aujourd'hui au cœur des préoccupations des politiques publiques. Il n'y a pas, depuis 20 ans, une seule politique publique qui n'intègre pas cet élément-là. Or, aujourd'hui, les aspirations qui sont celles des citoyens sont évidemment de vivre autrement, dans un cadre de vie soutenable, avec un rythme de vie, comme le dit Gaspard Koenig dans un essai récent, un rythme de vie beaucoup plus lent, beaucoup plus paisible, beaucoup plus. Il y a donc une attente humaine éminemment très différente à l'égard aujourd'hui de l'environnement. Avec le développement du télétravail, il faut savoir que 6 millions de salariés aujourd'hui sont en télétravail. Il y a la prise de conscience qu'il est possible désormais de pouvoir travailler ailleurs que dans le cadre prescrit de lieux définis. Le modèle de centralisation humaine de centres d'affaires comme ceux de la Défense, par exemple, ou la Pardieu à Lyon, me semble aujourd'hui totalement décalé par rapport à ce que l'économie peut aujourd'hui supporter et ce à quoi les hommes peuvent aspirer. Alors, on a vu effectivement un flux relativement important lors du week-end du 15 mars, avec 17% des habitants de la région parisienne aller dans leur résidence secondaire. On assiste aujourd'hui à un nombre conséquent, évidemment, de citoyens qui recherchent un projet immobilier. Et puis, à côté de cela, il y a effectivement des projets entrepreneuriaux,
des projets collectifs, des projets structurants qui naissent, qui innovent, qui sont beaucoup plus collectifs, qui sont beaucoup plus décisifs en termes de sens. Et c'est pourquoi j'ai voulu tout d'abord passer la parole donc à Paul Béchamel, qui est un de ces acteurs qui, dans le territoire, essaie collectivement de contribuer justement à redonner ce sens et agréger autour de lui un nombre conséquent d'acteurs économiques pouvant à la fois vivre, bien évidemment, et travailler localement. Donc peut-être que Paul peut se présenter et intervenir brièvement. Bonjour, je suis Paul Béchamel, donc je suis gérant d'une société de maintenance industrielle et je fais partie d'un groupement qui désire réhabiliter une ancienne usine de poterie pour en faire une zone d'activité partagée. Vous voulez que je présente le projet maintenant? Oui, vas-y, oui. Donc, ce projet, donc, nous sommes différents profils de personnes. Nous sommes en train de monter donc, une SCIC. Il y a divers entrepreneurs indépendants comme moi ou artistes qui cherchent des locaux pour travailler. Il y a les locataires actuels, une dizaine qui désirent participer et rénover leurs ateliers. Et il y a aussi les amis du projet, des actifs, des retraités, des associations qui aident à la réalisation de cette SIC, que nous avons nommé donc la Fabrique. Nous voulons créer différents ateliers partagés au sein d'une ancienne usine de poterie où plusieurs locataires se partageront des locaux et de l'équipement. Donc un atelier de menuiserie, un atelier de ferronnerie, un atelier de poterie. Également, rénover une dizaine d'ateliers indépendants qui existent déjà et qui ont besoin de grandes rénovations et créer des bureaux partagés type open space, des bureaux indépendants, une salle de réunion, une salle de conférence. Et on travaille également avec une radio locale pour créer un studio radio qui émettra dans cette communauté de communes. Donc, nous avons 3 nouveaux locataires qui ont rejoint le mouvement et qui comptent actuellement donc maintenant 13 occupants. Nous avons 5 nouvelles demandes d'ateliers et de bureaux qui pourront être satisfaits une fois qu'on aura fait des rénovations. Donc, un des locataires du lieu est un professeur du CNIFOP au centre de formation donc, des métiers d'art de la céramique à Saint-Amand. Et il nous a aidé à réaliser donc, un sondage montrant que plusieurs dizaines d'élèves du centre de formation aimeraient rentrer dans nos ateliers partagés à Saint-Amand. Ce qui nous emmène à plusieurs dizaines de demandes maintenant actuellement d'ateliers. Cette fabrique pourra servir d'incubateur pour les soutenir, pour suivre ces jeunes voulant se lancer dans l'artisanat, en partageant donc des ateliers, du matériel, en leur permettant d'alléger leurs frais d'investissement à la création et au fonctionnement, et les soutenir sur toute leur évolution. Donc, nous avons décidé de prendre un statut de SIC pour réaliser ce projet afin de permettre à n'importe quelle structure, indépendant, collectivité, artiste ou association, d'intégrer la coopérative. Un autre intérêt de créer une SIC se trouve dans la gouvernance partagée, où tout actionnaire participant au dynamisme de la vie de la SIC ont tous le même poids de décision, quelle que soit leur taille d'entreprise. Ce qui nous semblait extrêmement important. Donc, nous avons le soutien de la mairie et de la communauté de communes en place, avec qui nous travaillons sur les aides qu'ils peuvent nous apporter. Mais bon, avec les élections en cours et puis le Covid, on a été un petit peu repoussé. Et donc, nous sommes actuellement en train de travailler sur plusieurs points, donc sur la définition de chacun pour la création des statuts de la SIC avec l'URSSCOP, la réponse d'appel à projet à l'émergence des tiers-lieux et des demandes de subventions diverses. Nous cherchons à créer des partenariats avec des associations locales telles que le Centre social de Saint-Amand, l'Université pour tous ou le CNIFOP et bien d'autres. Nous avons quelques blocages, bien entendu, comme c'est un projet assez important. On parle d'une fabrique de 2700 mètres carrés à rénover. Donc, nous avons besoin de trouver les fonds nécessaires. On dépend extrêmement des réponses des enveloppes publiques qui seront débloquées pour notre projet. On a une gestion du rythme de groupe qui est assez importante. Donc, on a plus d'une vingtaine de personnes actuellement à gérer. Donc, les acteurs d'aujourd'hui, ils ont un fort investissement personnel, mais pendant une très courte période. Donc, il est nécessaire d'être présent au bon moment et de faire avancer les projets rapidement.
nous avons besoin d'un animateur pour entretenir le lien entre chacun des acteurs et faire avancer ce projet. Donc, nos calendriers actuellement, on est donc en train de travailler sur la création de la structure. On cherche donc à trouver les fonds publics et privés. Une fois l'obtention de ces fonds, donc on pourra mettre en place donc les réalisations des travaux et la mise à disposition de locaux. Donc actuellement, je le disais, nous sommes 13 locataires immédiats, 5 en attente. On rajoute les dizaines de demandes d'élèves du CNIFOP. Donc en tout, c'est 27 demandes d'espace. Donc c'est quand même assez important. Et donc nous espérons d'être une trentaine d'ici 24 mois et entre 36 et 48 mois, on espère être une cinquantaine. Donc, ce qui nous motive énormément. Donc, on désire vraiment créer une vraie petite fourmilière. Donc, la vie à la campagne aujourd'hui est extrêmement prisée. Il va falloir être extrêmement rapide pour répondre à toutes les nouvelles demandes que l'on va recevoir de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, on a rentré une personne pendant le Covid qui a fui Paris et je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre. On a, pour la plupart, on est pas né dans la Nièvre, on est étranger à la Nièvre, on est de pays différents ou de la capitale comme moi. Donc on est plus de 4 déjà à être de la capitale, donc ce qui montre l'intérêt de créer des ateliers pour des citadins qui veulent fuir cette ville. Et donc, si les enveloppes publiques pouvaient être débloquées plus rapidement et, que nous pourrions utiliser celles-ci à l'achat de matières premières, nous pourrions effectuer nous-mêmes les travaux, ce qui pourrait nous faire gagner 12 mois d'attente. Donc, c'est vrai que la manière dont les enveloppes publiques sont distribuées, s'il y avait d'autres manières de les distribuer, ça pourrait vraiment aider à créer des projets rapidement et de ne pas louper les vagues d'appels. Voilà. D'accord. Je remercie évidemment Paul de sa contribution qui est illustrative de cette volonté de ces urbains de s'intégrer pleinement donc, dans ce monde rural, de jouer vraiment le jeu, de constituer des réseaux qui unissent beaucoup plus d'ailleurs que ce que Paul a pu citer, puisqu'il associe également les structures qui visent à créer une structure entrepreneuriale, une structure d'école d'entrepreneuriat pour l'ensemble de la Puy-de-Forterre. Et avant de passer la parole à Patrice, j'aimerais poser trois séries d'orientations aux questions, aux points que tu pourrais soulever. La première, c'est au niveau européen. Est-ce qu'on peut effectivement cibler aujourd'hui, compte tenu de l'émergence de la ruralité, des fonds directement sur des projets collectifs de développement structurel comme ceux de Paul? C'est le premier point. La deuxième question, c'est sur les fonds à l'innovation. Je sais que l'association Nouvelle Ruralité que tu présides a contribué puissamment à tenter d'améliorer la donne. Je sais indirectement, le fonds qui est orchestré par la Caisse des dépôts peut aider les projets innovants, mais pas encore de façon aussi systématique qu'on l'aimerait. Et puis ensuite, c'est évidemment l'appui que tu peux identifier pour les collectivités locales, comment la région, les communautés de communes peuvent-elles s'intégrer dans un projet comme celui de Paul qui concerne tout de même plusieurs dizaines d'emplois potentiellement dans les 10 prochaines années. Voilà. C'est à toi. Oui, j'avais fermé mon micro. Très bien, bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à toutes. Merci pour ce temps d'échange. On essaie de nourrir nos réflexions pour pouvoir faire des propositions concrètes et l'ensemble des échanges que l'on peut avoir sont tout à fait utiles de ce point de vue-là, notamment les témoignages comme celui que l'on vient d'avoir. C'est vrai qu'il y a maintenant un certain nombre d'années qu'on a constaté qu'il y avait aussi, après l'exode rural, un exode urbain. Tu en as parlé, Jean-Luc, c'est une réalité. Sauf que la prise de conscience de ça n'était pas suffisamment rapide de notre point de vue de la part de nos responsables nationaux. Mais quand je parle des responsables, pas simplement politiques, mais aussi les responsables administratifs, les responsables économiques, notamment qui ne voyaient pas les opportunités qu'il y a sur les territoires ruraux et d'une manière globale la place
que peuvent avoir les territoires ruraux dans notre pays. D'où l'idée de lancer ce mouvement des nouvelles ruralités, montrer que la ruralité est dans le tempo et contemporaine, les ruralités sont contemporaines à leur temps. Et ruralité avec un S pour témoigner de cette diversité qu'il faut absolument préserver, voire cultiver, même cultiver, c'est très clair, parce que c'est ça qui nous permettra de nous distinguer et d'être en résonance avec les attentes, les besoins des uns ou des autres. Voilà pour ce qui est de la démarche globale. Tu as évoqué les 3 points et je reviendrai ensuite sur la question de l'accompagnement que peuvent avoir les collectivités par rapport à des projets comme celui qui vient de nous être présenté. De manière générale, que ce soit en France ou en Europe, aujourd'hui, les responsables ont des cadres intellectuels, sont des cadres intellectuels métropolitains. Et moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, passer cette crise qui devrait notamment bousculer ces paradigmes-là, on ne reparte pas rapidement vers les orientations un peu habituelles, parce que celles que l'on connaît sont celles que l'on sait manier. Il y a des outils, des procédures pour lesquelles il y a un savoir-faire, et compte tenu de l'urgence, il va être difficile d'imaginer. Donc le vrai risque, à mon avis, c'est qu'on reparte rapidement pour essayer de relancer l'économie, de recréer un peu de valeur ajoutée et aussi de traiter des problèmes sociaux que ça engendre, c'est-à-dire qu'on reparte sur les mêmes rails qu'auparavant. C'est quand même un vrai risque. On a envie effectivement de se dire que l'après sera différent, où on prendra plus en compte les problématiques humaines et les enjeux environnementaux et culturels. Là aussi, je distingue du reste, mais ça n'est pas gagné du tout. Il faut savoir qu'il y a 2 mois encore, sur les fonds européens aujourd'hui, quelles étaient les 2 politiques qui étaient les plus impactées par rapport aux perspectives de la période 2021-2027. C'est des politiques qui impactaient négativement les territoires ruraux. C'est la politique agricole commune qui voyait ses moyens réduits. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas peut-être mieux à faire, enfin, clairement mieux à faire avec les fonds aujourd'hui de la PAC, c'est une évidence, mais néanmoins, ces crédits-là irriguent les territoires ruraux. Il faut qu'ils les irriguent de manière un peu différente de la manière dont ils les irriguent aujourd'hui. Mais ces fonds-là avaient en termes de pouvoir d'achat une diminution envisagée qui était de l'ordre de 12% à échéance 2027, et les fonds d'accompagnement, on va dire, au développement local, c'est-à-dire en fait ce qu'est le développement, l'économie, les services en dehors de la question agricole, ils étaient impactés de plus d'un quart, alors que ces crédits-là sont utiles pour accompagner les financements qu'il peut y avoir au niveau local. Donc, ça n'est pas gagné aujourd'hui. Et l'enjeu est de faire en sorte que dans les moyens qui vont être dédiés à cette crise, les territoires ruraux trouvent leur part. C'est une réalité. Ça me paraît fondamental, c'est-à-dire que de la même manière qu'il n'y a pas eu de pensée et de politique mise en œuvre en matière d'aménagement du territoire depuis fin des années 70, depuis la fin de la data, on va dire début des années 80, de la même manière, à l'échelle européenne, on a d'abord eu cette pensée métropolitaine qui a envahi tout, de par les volumes qui étaient en jeu, économiques, démographiques, et les problématiques qui étaient posées, mais il y a besoin d'une véritable politique d'aménagement du territoire, et que pour les territoires ruraux, qu'on ne met pas en œuvre au niveau des politiques publiques uniquement des aides de compensation. C'est-à-dire, voilà, mais qu'on ait un vrai projet, une vraie vision pour les territoires. On va dire que moi, je me suis prêté un peu sous un gouvernement comme celui-ci à la concertation et au partenariat, parce que l'association est une association qui comprend des personnes de tous bords. Et donc, chaque fois, le principe, c'est de dire on travaille avec ceux qui ont envie de travailler. Mais sous l'ancien gouvernement, l'ancien quinquennat, on avait réussi à obtenir ce qu'on appelle des contrats de ruralité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait pas un financement au coup par coup, mais un financement global sur des projets de territoire pour que ça puisse être le plus efficace possible, des projets construits là aussi de manière partenariale avec à la fois la sphère publique et la sphère privée sur les territoires. On a été très loin de ce que l'on attendait, et avec ce gouvernement pour lequel on m'a demandé de travailler à la mise en place d'un agenda rural. Enfin, les moyens, on n'est pas à la hauteur véritablement des enjeux, même s'il y a un certain nombre d'acquis qui facilitent la vie. Et quand j'ai entendu sur la base du rapport que l'on avait fait, l'agenda annoncé par le Premier ministre, et lors de son discours de présentation, commençant par les règles d'allègement des modalités de mise en œuvre des licences de débit de boisson,
Franchement, on se dit, c'est très bien, ça n'est pas inutile, mais enfin, c'est quand même pas le sujet prioritaire. C'est dire quand même à quel point pas réussi à tirer, parce qu'après, à la fin, quand même, il y a des questions de moyens financiers. Il y avait une seule mesure qui, sur 3 ans, portait sur 2 milliards d'euros. Vous entendez les chiffres dont on parle aujourd'hui, on n'a pas réussi à les décrocher. On a réussi à décrocher un fonds d'innovation, tu en parlais, mais pas à la hauteur des moyens financiers qu'on avait demandé. On raisonnait en centaines de milliers d'euros sur nos mesures, plus souvent d'ailleurs même en milliers. Et on a peiné à trouver ces moyens nécessaires pour aider au développement. Parce que tu l'as dit, il y a des opportunités sur les territoires ruraux. C'est-à-dire, ça répond depuis des années à l'attente de la population. Les sondages, depuis maintenant 3 ou 4 ans, montrent qu'il y a 8 Français sur 10 qui ont envie de sortir des zones à forte densité, des métropoles en particulier, et revenir chez nous. Alors, derrière ça, il y a besoin d'affiner. Je ne prends pas les chiffres tels qu'ils sont par rapport à des projets. Il faut avoir un projet personnel, un projet de vie, un projet professionnel. Bien évidemment, mais il y a des opportunités de bien gérer les finances publiques sur nos territoires ruraux. Comme vient de l'évoquer Paul, on a du foncier bâti, aujourd'hui que l'on peut rénover, qui coûte moins cher que des constructions dans des nouvelles. On a des réseaux qui peuvent accueillir un peu plus de maisons si besoin est. On a de l'immobilier qui, certes, en rénovation, coûte parfois un peu cher dans nos centres-bourgs, dans le centre de nos petites villes, mais qui, en revanche, ne génère pas de coûts en matière de réseau. Les routes sont là, l'eau, l'assainissement parfois, l'électricité, le téléphone, j'en passe. Ceci est là et ça ne génère pas de coûts. C'est vrai qu'il faudrait, en particulier sur la rénovation de l'immobilier ancien, il faudrait qu'il y ait des efforts financiers pour accompagner les surcoûts, sachant que ce que l'on financera en surcoût pour les particuliers viendrait en déduction des moindres coûts en matière d'investissement public, d'infrastructure. Ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Sur la question de l'appui aux collectivités locales, là, on a vu, à l'occasion de cette crise, quelque chose d'assez intéressant. Les modernes disaient l'organisation institutionnelle locale, même d'une manière générale, les institutions modernes, ce sont les intercommunalités, les régions et l'Europe. Et puis ceux qui disaient les communes, les départements, l'État, tout ça, sont des gens qui ont la nostalgie du passé. Et là, qu'a-t-on vu? On a vu que la proximité, la présence des communes a été fondamentale pour apporter pour sécuriser les populations, pour apporter les réponses. Aujourd'hui, qui s'occupe des masques au niveau des communes, au niveau des territoires, ce sont les communes. Le département, à travers à la fois ces élus qui restent de proximité, qui sont sollicités notamment par les maires, mais aussi par un certain nombre d'entreprises parce qu'elles ont des difficultés, on connaît les conseillers départementaux. On connaissait plus d'ailleurs les conseillers généraux. Là aussi, belle erreur du précédent quinquennat. Les choses sont claires, que j'ai participé auquel j'ai participé pour l'élection, et je ne renie pas mon engagement politique qui est clairement à gauche. Enfin, je me disais parfois, il aurait fallu quand même qu'on ait un président de la République président de conseil départemental pour ne pas faire ce genre d'erreur, quoi. Il l'était. Et je sais très bien, c'est pour ça que je le dis. Et donc, bon, voilà, la région très loin, la région très loin, l'Europe, on n'en parle pas. Et là, une grande défaillance au niveau de l'État, au niveau de la coordination, incapacité de l'État à coordonner à la fois au niveau national ses services, entre l'agence régionale, les préfectures, etc. Ça a été dramatique. Et au niveau local, alors que l'on a des cantons qui ne sont pas sur les intercommunalités, que les uns et les autres prennent des initiatives, on aurait dû avoir les représentants de l'État généralistes que sont les sous-préfets qui coordonnent. On a eu une organisation pensée sur le plan institutionnel trop à travers la seule logique économique ou à travers une approche économiste avec les intercos et la région. Et c'est vu que là, lorsqu'on a des problématiques qui sont d'ordre humain, social, ce sont les communes et les départements. Donc, il va falloir repenser un peu ça. De manière très concrète, même dans le domaine économique, là je reviens au projet de Paul, le département n'a plus la possibilité ou à la marge d'intervenir économiquement. Franchement, aujourd'hui sur nos territoires. Alors, Dieu merci, nos intercommunalités, c'est le seul avantage que vont avoir ces plus grandes intercommunalités sur nos territoires, c'est qu'elles sont en train de se doter à la fois de compétences en matière d'économique, sur des petites et des entreprises individuelles ou des petites entreprises, pour les accompagner. Je l'ai vu là, j'ai été très présent, en contact avec les entreprises, ça a été plutôt intéressant. En revanche, la région est très loin. Aujourd'hui, dans le département de la Nièvre, par exemple,
La région est là avec un agent, il y a même eu un agent pour 2 départements, le Lyon, et simplement pour faire des montages financiers, pas pour aider à accompagner le modèle économique, à trouver des partenariats, etc. Pas ça, ils n'avaient pas les moyens humains. C'est-à-dire, ils ne les auront pas. Ça n'est pas de Dijon ou de Besançon qu'on viendra traiter les problèmes dans le Morvan, dans Puisaye ou dans le Val-de-Loire. C'est une réalité. Les départements sur les territoires ruraux ont vocation à disposer d'une expertise économique qu'il ne pourra pas y avoir à l'échelle des intercos parce qu'il n'y en a pas un besoin permanent. Ça me paraît fondamental. Et là, effectivement, pour un projet comme celui de Paul, je pense qu'il l'a dit, le premier contact, c'est la commune. Je veux dire, c'est d'avoir des élus qui soient là, présents et qui accompagnent, orientent, aident, jouent les facilitateurs en relation avec l'intercommunalité et puis qui sont capables d'aller frapper aux portes, c'est-à-dire en fait d'aller simplement prendre le téléphone et de contacter tel ou tel service ou tel élu pour pouvoir avancer et rencontrer éventuellement les services de l'État quand c'est nécessaire. Enfin, franchement, on a voulu à un moment donné considérer qu'il y avait trop de niveaux, trop de niveaux institutionnels. Moi, je ne crois pas. Je rajoutais même à l'époque, moi j'ai un premier niveau, en quelque sorte, c'est moi. Après, j'ai un projet qui est un projet familial, un projet communal. Je suis dans une démarche qui soit départementale, c'est une réalité, et ainsi de suite, selon ce que l'on a à faire. Et les entreprises, c'est la même chose. Ça n'est pas une problématique. La complexité est le propre aussi des sociétés modernes. Il faut l'assumer comme telle. Alors, évidemment, avant de réaborder cette question-là, j'aimerais qu'on puisse définir comment, à travers la forme de potentielle démondialisation qui permet peut-être de repenser autrement la notion de territoire, c'est-à-dire de revoir de façon plus à la loupe un peu l'existence de ces centaines de territoires, ces centaines de départements. Est-ce qu'on peut tout d'abord réfléchir à un modèle agricole qui ne serait pas pris entre le modèle hyper concentrationnaire, plutôt céréalier, vers lequel on tend, y compris dans les territoires, on va dire, consacrés à l'élevage, que tu connais, Patrice, et aller davantage vers un modèle qui correspond à un besoin de la population, de nourrir la population, tout en aménagement de façon, on va dire, harmonieuse et respectueuse de l'environnement, les territoires. Est-ce que aujourd'hui, à l'aube peut-être d'une renégociation de la PAC, parce qu'on est dans le calendrier de renégociation, après les arbitrages qui seront opérés par la Commission européenne, le rôle du Parlement, est-ce que les élus nationaux pourront avoir la main à un moment donné pour entrer dans cette négociation et effectivement aller vers cette agriculture de proximité, créatrice d'emplois, protectrice de l'environnement que tout le monde espère? Moi, ce que je crois, c'est que la crise, là, nous a montré qu'il y a de vrais enjeux qui sont devant nous, d'indépendance nationale en matière d'approvisionnement agricole et derrière ça, en matière de souveraineté aussi, ne pas être dépendant. Donc, la question de la relocalisation d'un certain nombre de productions sur place, on parle de relocalisation des productions industrielles, mais ça vaut aussi pour les productions agricoles. C'est-à-dire d'être en mesure de nourrir sa population est un enjeu important parce que des crises comme celle-ci, d'ailleurs, quand on se demande comment elle a pu ne pas être anticipée. Alors, tout ça part de responsabilité, mais enfin, part de questions agricoles. On sait très bien que lorsqu'on est sur des productions agricoles concentrées et de masse de production animale, on sait très bien qu'il y a un grand risque d'épidémie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on les dope aux antibiotiques pour éviter ça. La concentration humaine est de même nature et ce qui s'est passé à Yuan et qui est lié aussi à notre concentration, ça pose quand même globalement la question de la concentration en général qu'on a constatée au cours de ces dernières décennies, d'un dernier siècle, d'abord humain dans les métropoles, bien sûr, avec l'exode rural et la concentration urbaine et métropolitaine, mais la concentration économique aussi. Si on n'avait pas eu une concentration bancaire comme elle existait en 2008, on n'aurait pas eu cette crise en 2008. La concentration aujourd'hui dans de la grande distribution qui, jusqu'à maintenant, détermine les modalités de production et les coûts et tient les choses. Là aussi, l'organisation de la société, il faut qu'elle soit un peu plus déconcentrée, un peu plus parcellisée et fonctionner un peu plus en réseau. Et ça vaut aussi dans le domaine agricole où, par exemple, là, tu prenais l'élevage comme sujet en perspective. Aujourd'hui, il y a Bigard pour la viande,
Et il y a derrière simplement des coopératives, mais qui courent derrière, des coopératives qui sont censées représenter les agriculteurs, mais qui sont dans les mêmes logiques que Bigard, donc qui appliquent les mêmes pratiques, hein, les mêmes procédures et les mêmes types de relations avec les producteurs, et aujourd'hui, qui d'une certaine manière ne font pas autre chose que ce Bigard en matière de partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire beaucoup pour lui et peu pour les producteurs de base. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi, là, il faudrait reconstruire ces filières les filières dans leur ensemble jusqu'au consommateur. Sur la question plus générale de la production, c'est là qu'on voit que les traités relatifs aux commerces internationaux sont complètement dépassés par les problématiques du moment. Ceux qui étaient contre effectivement les ratifications de ces traités, je sais qu'on en a parlé depuis maintenant 1 an et demi ou 2 ans, étaient un peu précurseurs, étaient visionnaires par rapport à ce qui s'est passé. Alors parfois sur des questions philosophiques au départ, mais là aujourd'hui on voit que ce n'est pas simplement philosophique, c'est que c'est pratique, c'est ce qui nous permettra effectivement d'assurer un approvisionnement alimentaire de notre pays. Donc c'est fondamental, là aussi, que l'on redéfinisse les logiciels, je dirais les paradigmes de ceux qui pensent la politique agricole en général, et ceux qui vont avoir à définir la politique agricole commune, qui est en aujourd'hui discussion pour une application qui devait être en 2021, mais qui sera sûrement reportée d'un an ou deux. C'était déjà le cas avant la crise, hein, compte tenu des difficultés qu'il y avait en matière de négociation à l'échelle européenne. Mais on le voit bien là, hein, c'est-à-dire les marchés locaux se sont recréés ou ont pu être maintenus lorsqu'il existait déjà, et c'est vrai qu'il y avait un renouveau des marchés, des marchés qui s'est développé au cours de ces dernières années pour des questions de qualité d'approvisionnement, puis des questions aussi de modèles de société que certains apportaient. Mais ça n'est pas simple parce que lorsqu'on développe de nouvelles pratiques, on ne rentre pas nécessairement dans les grilles qui permettent d'obtenir la dotation jeune agriculteur, d'obtenir des aides au matériel, etc. Dès lors que l'on innove, on sort des cadres. D'où, pour reprendre le projet de Paul, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire d'où l'idée, c'est d'avoir des fonds d'innovation, c'est-à-dire des fonds qui ne rentrent pas dans des procédures et dans des grilles d'analyse précises. C'est bien qu'il y en ait, ça permet de traiter le nombre aussi, et c'est utile. Et il faut aussi avoir des possibilités d'accompagnement de projets, ce qui n'empêche pas le sérieux dans l'examen, de manière à faire en sorte qu'on ne soit pas dans la reproduction. Si on est sur des grilles d'analyse et sur des procédures, on reproduit ce qui existe, mais on n'est pas dans l'innovation et on n'avance pas. Tout à fait. Alors, avant de parler des questions d'équipement de nos territoires, j'aimerais aborder une question qui peut apparaître saugrenue, mais qui ne l'est pas, qui est celle de l'industrie. J'ai été conduit dans le cadre d'une mission universitaire à développer une stratégie d'essor pour une région anciennement industrielle, c'est la région de Tarare, entre Lyon et Roanne, et qui était spécialisée dans les années 70 dans le textile. Cette filière, évidemment, n'a pas résisté à l'ouverture des marchés internationaux, et la population qui était à 80% employée dans les filatures a évidemment s'est retrouvée dans des situations inextricables de chômage, de précarité et de paupérisation. Et ce n'est qu'avec un long processus qui a pris des dizaines d'années et des fonds publics colossaux qu'on a pu réamorcer, on va dire, un essor. Et pour d'autres départements, on a connu également qui avaient été les fleurons de l'industrie française, celui que tu connais très bien, la Nièvre. On a connu un déclin semblable, hein, puisqu'on avait à partir du début du XXe siècle une série d'effondrements successifs. Et qu'en est-il aujourd'hui des efforts qui ont été conduits, notamment à travers des filières comme les technopoles? Qu'en est-il dans les activités résiduelles? Comment aujourd'hui un territoire peut-il se positionner au moment où on tente, et c'est le leitmotiv de beaucoup, y compris, j'ai cru comprendre, du président de la République, de relocaliser des industries, sachant que ça ne peut être que dans les territoires ruraux où l'espace est disponible, les terrains sont accessibles, et où il y a encore une main-d'œuvre avec une culture et sans doute des attentes et un potentiel et un équipement réel. Comment vois-tu cette augure et comment, quel levier pour les attirer et comment effectivement les insérer dans ces territoires et contribuer justement à cette nouvelle renaissance de la ruralité?
Tu l'as dit et il faut vraiment le souligner, il y a une histoire industrielle des territoires ruraux et il y a toujours une actualité industrielle des territoires ruraux, même si effectivement il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits au cours de ces dernières années. On parlait de la Nièvre, la métallurgie dans le département de la Nièvre, il y a plus de 3 siècles, peut-être même 4 maintenant. L'industrie, la chimie du bois aussi était quelque chose. Et la question de la chimie sans le pétrole peut se reposer et peut être d'actualité, même si le pétrole aujourd'hui n'est pas cher. Les impacts environnementaux de sa production, en définitive, restent toujours très importants. Donc la question peut se poser. Moi, ce que j'avais envisagé de faire quand j'étais président du département, mais les ailes nous ont été coupées avec la loi NOTRe qui interdit au département d'intervenir en matière économique, c'était de constituer une équipe d'experts ou de personnes compétentes. Il fallait entre 7 et 8, 10 personnes, de manière à concevoir les projets, déterminer les modèles économiques et d'aller éventuellement rechercher les partenaires soit sur le territoire, soit à l'extérieur, de manière très concrète, parce que sur nos territoires où il y a des potentiels de développement, soit à travers une matière première ou une ressource locale, soit à travers, comme le projet de Paul, à travers du foncier disponible, qu'il soit bâti ou non bâti, des gens de l'extérieur ne savent pas nécessairement qu'il y a cette opportunité de développement. Et donc, mon idée était de travailler à la fois sur identifier les projets potentiels, établir les modèles économiques, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce à quoi ça, c'est-à-dire définir les coûts de production, trouver les marchés, enfin, construire les filières, etc. Enfin, aller jusqu'au bout et trouver soit localement, soit, et d'ailleurs, ou concomitamment, des partenaires extérieurs, justement, auxquels on arrive à démontrer qu'il y a des opportunités sur le territoire. Ça me paraît important. Il va falloir travailler sur ces questions-là. Donc, ça demande des moyens humains, principalement de l'ingénierie, avant de s'engager. Mais fondamentalement, ce sont un besoin. Et là, une des vraies difficultés par rapport à ce qui se passait précédemment, c'est que l'ingénierie, au cours de ces dernières années sur nos territoires, s'est beaucoup dégradée, en particulier à cause de la réduction de la présence de l'État sur les territoires, ce qui n'a pas été compensé par ce qu'on a pu nous mettre en place à un moment donné, notamment les missions aidées où on nous faisait venir pendant quelques jours des inspecteurs de tel ou tel service ou de tel et tel ministère de l'État. Et ça me paraît important, c'est-à-dire retravailler. Alors, ça n'est pas complètement de l'endogène, ce que je dis, c'est de l'endogène exogène. C'est-à-dire déjà regarder ce que l'on peut faire, et ça c'est un autre volet, c'est-à-dire non, moi je crois beaucoup que le développement des territoires repense sur les capacités endogènes, mais de l'endogène aussi qui peut être nourri en quelque sorte, enrichi par de l'exogène et notamment par de recherche des partenariats extérieurs. Ça me paraît très important. Et là aussi, pour dire les choses, il va falloir que l'on prenne en compte ce que des projets sur nos territoires génèrent comme économie au terme de finances publiques. Ouais. Ça, il faut vraiment que l'on ait, et personne n'a jamais mesuré, parce que c'est compliqué à mesurer, mais parce que peut-être personne n'a jamais voulu regarder exactement ce qu'il en était. La concentration, là aussi, la concentration urbaine a créé des externalités négatives, génératrices de charges très importantes pour les finances publiques, des infrastructures routières, des équipements complémentaires qui ne sont pas saturés, etc. Ça, voilà. Et puis, il va y avoir la relocalisation, c'est faire venir des productions qui aujourd'hui avaient été délocalisées dans d'autres pays. Ça paraît fondamental. Il faut accompagner ça financièrement. Et maintenant, il va falloir qu'on ait en tête ce que l'on a considéré comme étant des économies à un moment donné, ce que ça a représenté par rapport à ce qu'aujourd'hui on vit comme des économies, à la fois en perte de valeur ajoutée dans l'économie en général par rapport à la crise qui existe aujourd'hui, mais également par rapport aux finances publiques qui vont avoir été nécessaires pour essayer de maintenir plus ou moins hors de l'eau à la fois notre économie et puis notre population. Donc vraiment, des économies au départ, enfin ce qui paraissait des économies au départ, aujourd'hui se trouvent très nettement compensées, en tout cas nettement compensées par aujourd'hui ce que l'on a assumé à la fois sur le plan privé et public. Je crois que la période a effectivement mis en exergue l'incapacité qu'avait un service public comme le service public de santé de pouvoir être pleinement efficace en l'absence d'une industrie en back-office.
comment être efficace si vous ne produisez plus de masques, vous ne produisez plus de surblouses, de surchaussures, de protection, de vaccins et de traitements. On a bien vu effectivement qu'il y avait le caractère, les efforts démesurés ne pouvaient pas aller jusqu'à leur terme compte tenu de cette incomplétude et du caractère dévastateur qu'avaient été les délocalisations fondées sur les coûts bruts de décoffrage. Deuxième élément, on va évoquer l'infrastructure publique, comme tu l'avais dit, l'externalité et notamment le facteur, on va dire, du capital extérieur était évidemment décisif. L'équipement, les services publics, l'ossature, on va dire, d'un territoire, c'est aussi ces 1001 efforts faits pour assurer un service de qualité à l'ensemble du territoire. Alors, d'un côté, nous avons un déménagement qui est relativement conséquent. Dans un territoire que je connais bien, c'est l'équivalent de 2 collèges, un lycée professionnel qui sont menacés sur le moyen terme. Mais en même temps, d'autres acteurs proposent des solutions pour réinjecter du service public, réinjecter de l'équipement, réinjecter de l'animation. Et c'est pourquoi donc Jean-Luc Robert est invité ce soir pour témoigner d'un projet qui vise justement à apporter au sein d'un territoire rural des éléments qui jusque-là lui faisaient défaut et qui peuvent enrichir, contribuer justement à accélérer l'attractivité territoriale. Jean-Luc, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous parler d'un projet qui a eu pour nom Cône en dernier lieu. Alors, c'est un projet, pour résumer, on pourrait dire que c'est un projet de diffusion de la culture scientifique dans le sens le plus large. C'est un projet qui a eu connu deux épisodes. Un premier un peu après 2000, vers 2003-2004, qui a failli fonctionner, c'est-à-dire qu'on a eu les financements, et puis ensuite, ça n'a pas pu marcher, enfin ce projet n'a pas marché pour des raisons spécifiquement locales liées à l'implantation du lieu. Alors, il a été relancé, ce projet, il y a 4 ans, avec le soutien de l'Interco, le soutien également de la municipalité de Champignelles. Et c'est un projet qui tournait autour de l'idée de base, c'est la diffusion de la culture scientifique en tant qu'instrument de libération des gens, des individus, à travers le fait de pouvoir avoir les connaissances, les moyens, etc., d'être, la façon dont les gens se définissent quant aux individus à part entière chez des Indiens, par exemple, ils appellent ça être des hommes de goût. Mais ça veut dire aussi être à même de pouvoir maîtriser sa vie, enfin, la maîtriser mieux, sa vie, son destin, ses envies, son activité. Voilà. Alors, ce projet, il avait quand même il avait des axes forts, mais il avait une nécessité, c'était celui de pouvoir implanter quelque part. On a eu des opportunités sur lesquelles on a travaillé, en particulier à Champignelles. On avait un accueil favorable de la municipalité. On avait un accueil favorable de l'Interco, sauf que l'Interco et la municipalité ne voulaient pas travailler ensemble. Donc, on a buté là-dessus. Hein, j'ai même eu une réaction qui était assez magnifique d'un président d'Interco qui m'a dit de toute façon, tant que M. X sera maire de Champignelles, on ne fera rien avec toi. Voilà. Donc, pour ce qui est important, par rapport au projet lui-même, il tourne autour d'un certain nombre de choses. On a démarré un certain nombre d'activités. Hein. On a eu un local provisoire. On a démarré et on a pu vérifier la validité du concept. On a organisé, par exemple, des rencontres ou des conférences sur des sujets quand même pas forcément faciles, comme les ondes gravitationnelles ou la biophysique ou des sujets comme ça, sur lesquels on arrivait à avoir une 50aine de personnes qui venaient pour ce genre de conférences. Avec un niveau de vulgarisation qui faisait que c'était très ouvert et que tout le monde pouvait participer. On a développé des projets de sciences participatives qui sont vraiment très intéressants. Et notamment, il y en a un, alors qu'on a continué à développer au niveau national,
Parce que moi, je suis rattaché à une université aujourd'hui, université à Paris. Et ce projet, c'est le projet de détection, de créer un réseau de détection des émissions de rayons gamma pendant les orages. Donc, c'est des choses qui se font avec les lycées, avec les universités. Et c'est un projet qui fonctionne extrêmement bien, même si aujourd'hui il est un peu ralenti par le contexte. On avait aussi développé des choses dans le domaine de la vidéo et de l'informatique, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'activités qui avaient été développées, des partenariats avec des associations locales comme les associations d'astronomie, par exemple, ou pour des séances d'observation. Et puis aussi, on avait des projets qui sont liés à la fabrication de MOOC. Alors, les MOOC, c'est, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire, c'est un acronyme anglais, ça veut dire Massive Online Open Courses. En fait, c'est des cours en ligne qui s'adressent au grand public. C'est des cours ouverts, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire. C'est des cours qui sont diplômants aussi. Mais bon, à ce moment-là, les gens qui veulent effectivement obtenir un diplôme ou une certification, bon, ils payent quelque chose. C'est là que ça devient payant, même si c'est des sommes qui sont relativement modiques. Voilà. Alors, on a buté sur aussi une chose qui faisait que de toute façon, en l'état, le projet est très difficile à mettre en place, c'est il y a un besoin impératif d'avoir des réseaux qui fonctionnent. Alors, ça reste un problème absolument dramatique. Même là, pour le cours que je donne à l'UTPS, j'ai pas pu le faire, simplement parce que les réseaux fonctionnent pas et que on peut pas. Bon, je vous donne un exemple, hein, vous savez sûrement mieux que moi. Quand on est à Toussy, par exemple, c'est impossible de pouvoir capter un Wi-Fi, c'est impossible de téléphoner, voilà. C'est quand même, moi je trouve que c'est un peu dramatique, quoi. Et le problème, c'est que le corollaire de ça, c'est que les gens, il y a un déficit en équipement et en compétences de la part des gens dans le domaine informatique, parce que de toute façon, s'ils savent qu'ils n'ont pas de réseau et qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser le matériel, ils ne vont pas s'en acheter. Enfin, c'est basique. Donc ça c'est. Alors j'ai entendu des tas de gens, des tas de responsables, des préfets qui nous disent que de toute façon le gouvernement a prévu et qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que de toute façon ça va fonctionner. Mais c'est tous les ans le même discours depuis 15 ans. Enfin, je veux dire, c'est rédhibitoire, c'est récurrent. Alors ensuite, je voudrais aussi parler de quelque chose, alors c'est vrai pour ce genre de projet, mais ce genre de projet permet de voir ça, s'apercevoir de ça, c'est qu'en ce moment, il y a bon, le télétravail. Le gros danger, c'est que le télétravail ne soit pas une chance pour redistribuer de l'activité sur les territoires, mais c'est que ce soit une chance surtout pour certaines entreprises pour délocaliser les emplois. Hein. Et ça, c'est vraiment le gros danger qui guette la question du télétravail. Bon, voilà. Alors, il y a les conclusions, moi je dirais, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une première chose déjà, c'est que le contexte actuel enfin, contexte au sens large, hein, c'est que de toute façon, il faut revoir l'économie de ce genre de projet, parce que de toute façon, on ne pourra pas travailler sur les mêmes types de financement. Ça, c'est incontournable. Il y a un nouveau modèle économique à retrouver pour ce genre de projet. Et ensuite, l'autre chose, je dirais, c'est qu'aussi, il faut arriver à renouer des liens avec les collectivités locales ou territoriales, d'abord pour qu'elles puissent travailler ensemble. Et ça, c'est un problème, moi, que j'ai rencontré. Si je donne l'exemple de ce qu'on a fait là, ou des recherches en locaux qu'on a fait, il y a des locaux qui sont toujours inoccupés et il y en a qui seraient parfaitement adaptés à ce genre de projet, sachant que la base, c'est de pouvoir aussi fixer quelque part ce genre de projet. Il faut qu'il ait un lieu, ça participe de son identité. Et donc, ça veut dire, par exemple, à Champignelles, il y a des endroits, il y en a d'autres qui viennent de se libérer, mais enfin, les collectivités locales n'ont pas bien compris, pour certaines, en tout cas, ce qu'on pouvait en faire et comment on pouvait y travailler. Bon, peut-être aussi, il y a le refus d'une prise de risque. Hein. Moi, je pense qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Bon, voilà. Alors, on peut imaginer, par exemple, que pour rebondir sur l'exemple de Champignelles, le changement d'équipe municipale permettra peut-être de travailler mieux, j'espère.
Mais de toute façon, c'est un problème plus général. Hein. C'est un vrai problème, un problème d'interlocuteur et un problème de… Bon, alors, c'est des projets qui sont, quand c'est un peu spécialisé, un peu technique, c'est vrai que ça rend les choses un peu plus compliquées, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de tout connaître et d'avoir une confiance absolue dans la viabilité d'un projet. Bon, c'est vrai que c'est un souci. Mais voilà, j'espère que c'est un petit peu… Je vous ai donné tout ça en vrac, hein, c'est un peu… mais voilà ce que je peux vous en dire. Oui, oui, donc la question, c'est comment le projet de Jean-Luc était, par exemple, était un peu la délocalisation d'un centre d'observation que celui de Meudon, pourrait aujourd'hui, grâce à la situation, être, on va dire, accéléré par une prise de conscience que l'intérêt du territoire justifie effectivement une mise en adéquation des positions des uns des autres afin de pouvoir appuyer cette initiative personnelle sur le territoire. Alors comment, Patrice, tu vois éventuellement cette perspective à l'issue de ces crises, comment on peut avancer sur des projets structurants d'équipement comme ceux que Jean-Luc vient d'évoquer? Ça pose la question, enfin pas simplement, hein, mais je vais rebondir aussi sur la question du télétravail qui vient d'être évoquée. C'est vrai qu'il y a maintenant peut-être 20 ans dont on se dit, ou dont on dit, le télétravail, c'est l'avenir de la campagne, c'est ce qui va permettre de faire revenir de la population, de créer de l'emploi, etc. Et puis, depuis 20 ans, pas grand-chose. Quelques exemples, quelques expériences ici et là où ça a plutôt bien fonctionné, mais globalement, ça n'a pas eu ni l'engouement ni les effets attendus. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, et ça a été évoqué, la problème technique, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même encore loin d'avoir l'ensemble du territoire correctement couvert, à la fois en Internet et en téléphonie mobile. C'est une réalité et peut-être qu'il faudrait, avant de passer à la 5G, finaliser la 4G déjà partout. Ça paraîtrait fondamental avant de s'engager dans une nouvelle étape industrielle en quelque sorte, même si la 5G, au-delà des aspects sanitaires, que je ne mesure pas très bien, peuvent aussi créer des opportunités sur nos territoires si d'aventure il n'y a pas des effets sanitaires négatifs pour l'homme et la nature en général. Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième élément pour lequel le télétravail n'a pas fonctionné, je l'ai vu quand j'étais président du département, on avait essayé de lancer ça, d'ailleurs ça a fonctionné plutôt pas mal avec la trentaine de personnes avec lesquelles on avait commencé à travailler, c'est que moi je me suis aperçu, c'est que les directeurs, les chefs de service avaient envie d'avoir leur petit mot, et que culturellement, après, oh, il y a Jeanne. On a Larsen, hein, ouais. Et je ne sais pas parce que moi j'ai pas de… Non, c'est bon là, c'est revenu, c'est bon, c'est bon. Bon, je me suis aperçu qu'ils ne savaient pas travailler à distance. Et en revanche, l'expérience qui avait été menée là, dans le département, la première expérience il y a maintenant 5 ou 6 ans, avec une trentaine, 28 ont continué, et en fait tout le monde était content, à la fois les chefs de service, choses marchaient plutôt bien, et puis les personnes, et pour certaines d'entre elles, ça avait amélioré leurs conditions de vie parce qu'elles avaient de la souplesse dans leur organisation, mais surtout, c'est qu'elles étaient repassées, notamment c'est des femmes pour la plupart, étaient repassées à 100% parce qu'elles pouvaient s'organiser, et donc 100% c'est un revenu complémentaire. Ce que je retiens, ce que disait Jean-Luc précédemment, c'est-à-dire que la question sociale est très importante. L'isolement des travailleurs dans le télétravail est fondamental. C'est-à-dire comment on maintient les droits acquis, comment on maintient une stratégie de groupe face à des contraintes qui peuvent faire peser par les dirigeants de l'entreprise, etc. Ça me paraît un élément très important. Il n'empêche que je pense que cette crise, les uns les autres, enfin en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est le cas, va nous avoir fait un peu de formation en accéléré. Moi, je n'ai jamais autant utilisé la visioconférence, très peu l'audio d'ailleurs, et principalement la visio. Le seul petit problème, c'est que je dois utiliser 7 logiciels différents selon les interlocuteurs que j'ai. Mais ça n'est pas non plus nécessairement un vrai problème. Mais on s'aperçoit, parce qu'on se voit, et donc que l'on voit la manière dont on s'exprime, les mimiques que l'on fait, la manière dont le visage s'éclaire ou se ferme, etc., la communication est quasiment totale. Il manque la présence physique, mais en revanche, on a l'ensemble de ce qui participe à l'expression d'interlocuteurs qu'on a devant soi. Et c'est quand même plutôt pas mal. Tiens, je pense l'exemple de la Station Nouvelle Ruralité là, que je préside, on avait toujours un peu de difficulté
à se réunir et malheureusement, j'allais dire, on le faisait sur Paris parce que c'est ce qui arrangeait tout le monde au regard de l'organisation de nos moyens de mobilité dans notre pays. Et là, on s'est aperçu, on a fait 2 réunions de comité directeur, ça va bien, on s'est dit, on en fera sur 3, on en fera 2 en visioconférence maintenant, il n'y aura plus de problème, on sera content de se voir 1 fois sur 3. Et c'est très bien. Et donc, voilà, le télétravail, je pense, là, va avoir quand même pris un peu de dynamique quand même, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais il va falloir que les problèmes techniques soient réglés et qu'on soit très attentif aussi à l'encadrement social, juridique, de protection qu'il va falloir mettre en place pour éviter l'isolement. C'est une réalité. Oui, ce qui sera sans doute relativement long compte tenu de la faiblesse de l'inspection du travail et des médecins du travail. Effectivement, ce sera une lourde tâche. Le travail en visioconférence ou enfin le travail à distance, dans le domaine de la recherche ou de l'universitaire, c'est quelque chose qui… Alors, c'est compliqué pour les cours, hein, parce que les cours, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Mais pour l'exercice quasi quotidien de la recherche, ça fait très longtemps que les gens pratiquent ça. Donc là, ils se sont couplés assez facilement là-dedans, sauf que, enfin, et a fortiori plutôt, parce que ça fait longtemps aussi que les lieux de recherche, les lieux d'expérience ne sont plus les endroits où on travaille directement. Les gens vont ponctuellement à un endroit où il y a un observatoire particulier, où il y a un laboratoire spécifique, mais ce sont des collaborations internationales. Les gens, de toute façon, ne vont pas y aller tous les jours. Donc, de toute façon, ça s'est organisé assez facilement. De même que ça fait longtemps que pour qu'un certain nombre d'agents peuvent aussi fonctionner en télétravail et sont aussi repassés, par exemple, pour certaines femmes, souvent c'est des femmes, ils sont repassés de 80% à 100% parce que la dernière journée, ils sont effectivement en télétravail. Mais ça fonctionne assez bien. Maintenant, ça a aussi certaines limites parce que, comme on dit, le mot qui est à la mode, c'est le présentiel. Il n'y a rien qui le remplace dans un certain nombre de cas. Il faut un minimum de fois ou de temps pouvoir se voir physiquement. Ça, c'est indispensable. Mais si c'est 1 jour sur 5, ça pose aucun problème. Alors, merci. Alors, donc à ce stade, c'était la question que tu m'avais posée, terminer sur la question du projet de Jean-Luc, qui est très intéressant, mais qui peut un peu étonner des responsables, des élus locaux, hein, qui ne savent pas par quel bout prendre un projet comme celui-ci, parce qu'ils n'en maîtrisent pas exactement les tenants et les aboutissants de manière concrète. C'est quoi le sujet, quelle dynamique ça va créer. Et de ce type de projet, à mon avis, peut trouver sa place dans un projet de territoire plus global, où on a des élus qui pensent ensemble à l'avenir, qui partagent le risque. Parce qu'une commune seule, c'est compliqué. Je ne parle pas du risque financier seulement, il n'est peut-être pas très élevé, en plus, si on récupère des bâtiments, mais c'est le risque du projet, de le porter politiquement, de l'assumer. Si on est dans un cadre un peu plus large, on partage le risque, on renforce les convictions des uns et des autres, on le met en résonance avec d'autres projets qui peuvent, à travers les synergies créées, peut-être avoir des perspectives de réussite plus grandes. Et c'est peut-être ça, à mon avis, travailler sur le projet de territoire pour voir comment chaque projet individuel s'intègre mieux et résonne avec les autres. Alors, à ce stade, je t'interromps, Jean-Luc. Oui. Est-ce qu'on peut… Oui. Sur le contact sur la région. Les contacts que j'ai eus avec la région, par exemple, c'était très compliqué parce que les fonds qui étaient alloués à tout ce qui était culture scientifique, ils étaient alloués, il y avait un certain montant qui était alloué à la région Bourgogne. Avec la fusion de la région Franche-Comté et Bourgogne, il a été dit, avec juste raison, que les fonds ne devaient pas diminuer. Non, mais sauf qu'ils étaient divisés par 2, puisque c'était la même somme pour la Franche-Comté et la Bourgogne. Et en plus de ça, les fonds en question étaient alloués à 80% à un lieu qui est très bien d'ailleurs, hein, qui fonctionne bien, qui est très bien, mais qui est à Montbéliard. Et de toute façon, il ne restait rien pour le reste, pour Lyon ou pour la Puisée, il n'y avait pas de fonds disponibles, c'est tout. On bute sur ce genre aussi de problèmes de façon récurrente. Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est la contrainte de l'échelle de financement et de l'éloignement des entités compétentes. Est-ce qu'à ce stade, d'autres veulent prendre la parole parmi tous ceux qui suivent? Oui, Arnaud, tu as une question?
Oui, bonsoir. Alors, j'ai plusieurs questions qui nous viennent d'Internet. Première question. Alors, questions et commentaires. Premier commentaire, je crains que les territoires ruraux ne bénéficient pas de relocalisation à l'exception de cas particuliers, par exemple usine de masques de Plaintel. Autre remarque, on peut craindre que les inégalités territoriales ne se creusent encore davantage avec des commerces fermés dans les centres-bourgs, la désertification médicale, des dizaines voire centaines de maisons ou pavillons déjà à vendre depuis quelques années, séparation familiale, vieillissement, chômage, et ce malgré la bonne volonté de nombreux élus et associations pour défendre l'économie locale, écoles, sociales, culture, mais souvent absorbées entre loi NOTRe et autres par des grosses machines. Ça, c'était en ce qui concerne les commentaires. Question. Alors, il me semble que des personnels d'État sur le terrain, en particulier départemental, seraient nécessaires pour justement réussir le lien endogène-exogène et modifier aussi l'idée que le gouvernement pense sa politique industrielle. Autre commentaire, et puis après je vais être 3 autres questions. Le télétravail pourrait être une solution pour beaucoup de jeunes salariés ou indépendants qui ont fait le choix de s'installer à la campagne, à 30, 40, voire 100 km de leur site de production ou institution. Cela représenterait une économie, énergie personnelle et carbone, temps pour le consacrer à soi, ses enfants, la citoyenneté, mais cela doit être encadré avec des contacts en présentiel pour une socialisation par le monde extérieur du travail et pas seulement pour rester dans un entre-soi. Alors après, les autres questions. Alors j'ai d'autres questions qui ont été davantage ciblées. Alors une question pour Paul de la Fabrique. Est-ce que la Fabrique a demandé une aide à la Chambre de commerce pour soutien à l'économie sociale et solidaire? Est-ce que vous avez pris des contacts ou fait des démarches pour obtenir des aides ou participer aux produits financiers pour les coopératives, donc par exemple la Banque des coopératives? Et à votre avis, comment est-ce qu'il serait possible d'améliorer ces financements? Est-ce que vous auriez des propositions dans ce sens? Alors pour Patrice Joly, voyez-vous des filières industrielles ou de relocalisation qui seraient intéressantes et concerneraient certains secteurs ruraux? Et si oui, pourquoi ne l'aurait-on pas fait ou ne l'a-t-on pas fait jusqu'à présent? Par exemple, filière bois ou d'autres idées. Et après, peut-être une question collective, que faudrait-il faire pour hyper accélérer l'accès au haut débit partout? Sur la dernière question, je peux la traiter. Hein. La question du haut débit avait été réglée en 1984 par le ministre Filiou, qui avait un plan, effectivement, il y a 35 ans, dans lequel on devait équiper la France en une dizaine d'années en fibrant le territoire dans son intégralité. Ce plan n'a jamais été mis en œuvre. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences dans les régions rurales, on va dire profondes. Il faut y remédier, c'est certain. Des plans de financement nombreux ont été mis sur pied. Maintenant, il faut une volonté. Il faut sans doute un ministère des ruralités, comme il y a un Parlement des ruralités, qui effectivement dispose de leviers suffisants pour réindustrialiser les territoires ruraux. Donc peut-être que Patrice et Paul, sur vos domaines respectifs. Paul, tu peux commencer peut-être sur ta question précise. Et donc ensuite... pour la réponse, oui, effectivement, il y a des demandes de subventions pour l'économie sociale et solidaire. On a reçu un dossier auquel nous allons répondre, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir vraiment connaître comment on l'obtient et comment est-ce que ça va être voté. On est encore en création de structure, donc forcément, quand la structure n'est complètement pas définie, c'est difficile de faire une demande d'enveloppe. Mais je voulais juste intervenir sur le commentaire qu'il y a eu sur le fait qu'on ne va pas relocaliser l'industrie. Moi, je travaille dans tout
types d'industrie. Je travaille pour les carrières, pour les scieries, pour l'industrie de l'automobile, pour l'industrie agroalimentaire. Je pense que cette crise, elle nous a bien montré les pénuries de nos industries. Et aujourd'hui, les industries eux-mêmes se posent la question de comment se fournir en matières premières sur le territoire. Donc, je pense que si il va y avoir une vraie question de relocalisation, forcément. Et donc, Patrice, comment répondre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des filières dédiées auxquelles les pouvoirs publics pensent aujourd'hui? Quelles sont les priorités, quels sont les moyens? Et est-ce qu'il y a en germe déjà des politiques industrielles conduites ou non par les collectivités en ce moment? C'est ta question. Je vais répondre à une autre question. Les Oui. inégalités territoriales, et puis je rebondirai sur la question des filières industrielles et de la dynamisation économique des territoires ruraux en général. Sur les inégalités territoriales, ma crainte, effectivement, c'est que ces crises les exacerbent. Pour une raison simple, c'est que les moyens d'accompagnement aujourd'hui qui ont été mis en place pour des sommes importantes, alors selon ce que l'on prend, on est entre 40 et 110 milliards d'euros, c'est fondamental. Alors, c'est le Fonds national de solidarité qui intervient, c'est des 1 500 euros, notamment dont on a entendu parler, mais plus dans certains cas. C'est la participation au capital des grandes entreprises, ça concerne les grandes entreprises. C'est les interventions de l'État à travers la Caisse des dépôts et la banque, la BPI. Et puis, c'est le dispositif amélioré en quelque sorte du chômage partiel. Or, sur les territoires ruraux, une part importante de la population a le statut d'indépendant. Qu'il s'agisse des agriculteurs, des commerçants, des artisans, de certains prestataires de services, d'activités de profession libérale en général. Et donc, aujourd'hui, le dispositif qui aide le mieux, protège le mieux en quelque sorte, est le dispositif chômage partiel. Les autres, vous avez plutôt remarqué, concernent des entreprises plutôt importantes. La participation au capital d'Artifnac, par exemple, ce n'est pas nécessairement sur nos territoires ou à la marge. Et donc là, j'ai posé une question, là, pas plus tard que j'ai préparé ce week-end, donc elle doit être déposée par ma collaboratrice alors qu'il est au Sénat, pour avoir les données chiffrées à chaque fin de mois sur les dispositifs par habitant, pour qu'on puisse mesurer, parce que j'ai bien peur que dans toute intervention publique, il y ait une redistribution, et en tout cas qu'elle ne soit pas au profit des territoires ruraux. Donc la question qui a été posée est une vraie question. Donc là, le sujet pour la réindustrialisation, c'est qu'il faut que l'État y mette des moyens, que l'on ait une véritable politique d'aménagement du territoire sur le volet économique pour favoriser cette relocalisation. Relocaliser, c'est faire revenir des entreprises, mais c'est aussi, à travers un certain nombre de filières, l'accompagnement au développement des filières. Dans le département de la Nièvre en particulier, puisqu'on évoque les 3 sujets, l'agriculture, le bois, notamment, ces sujets-là sont des sujets propres aux territoires ruraux et à la Nièvre en particulier. Dans la Nièvre, on a très peu de transformation. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, mis à part les pains Jacquet à Camcy. Pour le reste, c'est relativement marginal. Et ça n'est pas normal. Il faut recréer de la valeur sur les territoires, donc recréer de l'emploi, et ça rediffuse effectivement une dynamique sur l'ensemble de l'espace rural. Sur la question du bois, la transformation n'est pas suffisante. Et moi, j'avais un projet qui me paraissait utile, en tout cas pour lequel il fallait qu'on puisse creuser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on travaille le carbone sans utiliser du pétrole et en utilisant de la matière première renouvelable, c'est-à-dire de la matière première agricole. Mais je ne suis pas très, très favorable parce qu'on rentre en compétition avec la question de l'alimentation. Et pour le bois et sur les résidus du bois, il y a des choses intéressantes à faire en matière de développement d'une chimie du bois. En plus, pensez à ça, parce que dans la Nièvre, ça a une histoire, en fait, cette chimie du bois. Alors, même si elle s'est terminée un peu de manière difficile avec des sites orphelins, comme on dit, qu'il a fallu dépolluer, néanmoins, il y a sûrement quelque chose à faire de ce point de vue-là. Mais là aussi, il faut que l'on ait des moyens pour y travailler. J'ai évoqué la question d'avoir des équipes sur place. Ça n'est pas à l'échelle de la région que les choses se font. Je prends toujours l'exemple, j'avais d'excellentes relations avec le président du conseil régional quand j'étais président du département, François Vatria, et qui, lorsqu'il y a eu des projets intéressants pour le département de la Nièvre en matière économique, a toujours été à l'écoute et a accompagné ces projets-là. Donc, il a fallu parfois défendre, justifier, ce qui est relativement légitime, mais vraiment la
la région n'a jamais été défaillante là-dessus, mais jamais, malheureusement, mais parce que c'est normal. Il est venu me voir en me disant, dis donc, il y a un truc formidable dans le département des Nièvre, il faut absolument qu'on le soutienne et qu'on essaie de développer tel aspect des opportunités que recèle ce département. Mais c'est logique parce qu'on ne voit les choses que de là où on est. Donc, il faut redonner des moyens, des compétences pour qu'on puisse identifier les opportunités sur nos territoires et construire les projets. Alors oui, ce qui est évoqué, c'est que le personnel de l'État, enfin moi qui suis élu depuis quelques années, hein, j'ai vu la différence, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un État qui est exempt sur nos territoires. Lorsqu'on pensait les projets il y a quelques décennies maintenant, on les travaillait avec les services de l'État. Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, oui, vas-y, Ah continue, bon, j'ai continue. un petit souci Ouais, d'écran, c'est donc je ne sais l'image. pas ce que c'est, mais bon, si vous m'entendez, on peut continuer. On co-construisait les projets avec les services de l'État, il s'agit des services de ce qui était à l'époque la DDA, la DDE, les services concernant les enjeux sanitaires, etc. Et donc, quand le projet arrivait à terme, qu'il fallait déposer les permis de construire, déposer les demandes de subvention, les choses étaient, on avait un État qui était accompagnateur. Et aujourd'hui, comme l'État n'a plus ces moyens-là, ben, il regarde simplement, il fait le minimum de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de contrôler. Et on a un État censeur. Et c'est dramatique, quoi. C'est parce que il y avait quand on monte un projet, qu'on ait plusieurs partenaires autour d'une table, au bout d'un moment, une forme d'exaltation collective et l'envie d'aboutir aux choses. Et par rapport à des problématiques qui se posent, chacun apportait sa réponse et on aboutissait au projet. Et ça, l'absence, enfin, de la réduction des personnels de l'État, en tout cas, a été terrible. Aujourd'hui, les derniers accompagnateurs qu'on a sont les sous-préfets et les préfets, mais seuls, quoi, en quelque sorte, sans équipe derrière pour essayer de déverrouiller tel ou tel problème et trouver des solutions là où il y a des blocages. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos internautes participant au séminaire? Alors, je voudrais aborder un point qui est celui des énergies, puisque le cœur énergétique est évidemment le cœur de la mutation économique des territoires. Et non seulement les 150 barrages, l'industrie éolienne et également photovoltaïque se trouvent en milieu rural. Est-ce que là, il n'y a pas non plus une émergence de nouvelles richesses, de nouvelles valeurs susceptibles de recentrer la ruralité au cœur du changement vers une économie de développement durable qui est en train d'augurer? Et comment peut-on valoriser effectivement cette question énergétique de l'énergie renouvelable qui essentiellement émane évidemment du milieu rural? D'une manière peut-être plus générale, c'est-à-dire comment on mesure, on prend en compte, voire on rémunère l'ensemble des aménités que offrent à l'ensemble de la société les territoires ruraux. Aujourd'hui, c'est sur nos territoires que l'on dépollue l'eau et l'air pollués ailleurs. Et donc, la question de la prise en compte de l'espace dans l'ensemble des dispositifs publics apparaît essentielle. Par exemple, sur les aménités, moi j'ai une solution assez simple, c'est se dire, aujourd'hui les collectivités touchent des dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement, l'ensemble des collectivités, mais il faudrait qu'il y ait à travers cette dotation, parce qu'il paraît en revanche moins pertinent de rémunérer la dépollution de l'air et de l'eau que l'on fait à travers nos bois et nos champs et de rémunérer les propriétaires. Aujourd'hui, la rémunération, par exemple, de la forêt, certains, les représentants des propriétaires disent 2%, 2,5% par an. C'est un peu plus que ça. En réalité, au regard des avantages fiscaux qu'il peut y avoir à la fois dans les acquisitions, enfin, il y a un certain nombre sur les impôts d'État ou sur les impôts locaux par rapport à l'ensemble de la fiscalité. Et donc, il faudrait en revanche que l'espace, la surface soit prise en compte et donne lieu à des dotations complémentaires pour ce que l'on apporte. Et ça peut parfaitement se mesurer. Il y a une étude qui a été faite sur le Massif central concernant la valeur ajoutée de la forêt. Et dans la valeur ajoutée de la forêt dans la centrale, c'est une étude qui a 7 ou 8 ans, mais qui avait été faite de manière sérieuse. On connaît ce que représente la tonne de carbone, donc on sait ce que représente la captation d'une tonne de carbone, par exemple. Et donc, on avait mesuré
que la valeur, la bois, dans la valeur globale de la forêt, représentait 10%. Vous imaginez? C'est exceptionnel. Alors, en moyenne en France, il se dit que ça représente 25%. Ça veut dire qu'il y a 75% qui n'est pas rémunéré de ce qu'apporte la forêt, par exemple. Alors, sûrement quelque chose d'un peu différent concernant les prairies et les champs en général, mais on pourrait le faire à travers la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire mieux prendre en compte le territoire. On prend en compte aujourd'hui la population et on nous dit qu'elle coûte moins cher dans les territoires ruraux qu'en ville, et donc on aime plus en ville que dans les territoires ruraux. Alors si on veut ne pas inverser les flux démographiques, il faut qu'on continue à compenser les surcharges que génère la concentration urbaine. Donc on pourrait faire ça, par exemple. C'est une des solutions. Après, il y a la question de l'ensemble des énergies, ça a été évoqué aujourd'hui. Alors là aussi, il faut être très attentif. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des énergies qui génèrent de la valeur ajoutée, mais donc de la valeur économique, mais aussi qui génèrent des externalités négatives. C'est vrai pour l'éolien, au travers des impacts à la fois paysagers, de biodiversité, où je veux dire les aménités de la biodiversité, c'est quand même fondamental. Hein. On se dit qu'aujourd'hui, c'est quand même un des sujets majeurs auxquels on est confronté. Et il y a ce que représente également en matière d'énergie, par exemple, le bois, mais on voit aussi les impacts que peut avoir certains modes de production et puis d'exploitation de la forêt qui peuvent générer des économies en matière, par exemple, d'économie touristique par les impacts paysagers que ça peut générer, voire des économies ou des externalités négatives en matière d'attractivité de territoire parce que l'environnement est complètement bouleversé. Donc on voit bien qu'il y a une interaction globale et des impacts qui peuvent être soit positifs soit négatifs sur d'autres secteurs d'activité. Il faut y être très attentif. Alors c'est un sujet que j'ai bien en tête, notamment dans le Morvan, où on a aujourd'hui des bois qui arrivent à maturité parce qu'ils ont été produits dans l'après-guerre, du Douglas, et avec des modalités d'exploitation et de replantation qui peuvent aujourd'hui générer des conséquences négatives pour d'autres secteurs d'activité. Et compte tenu de l'actualité économique et de ce plan de relance qui va se préparer, nous sommes tous convaincus que la ruralité doit prendre sa place dans cette relance et les propositions que tu fais, Patrice, vont dans ce sens. Est-ce qu'il y a des propositions qui seraient aujourd'hui sur la table, émanant du Parlement rural, émanant de l'association Nouvelle Ruralité, pour justement contribuer à la réussite de ce plan de relance en prenant en compte les 75% du territoire que constitue le monde rural? Alors, l'association Nouvelle Ruralité et le Parlement rural, c'est un ensemble d'organisations qui, dans des secteurs divers, qu'il s'agisse des maires ruraux, qu'il s'agisse de l'Union des industries des métiers d'hôtellerie, c'est-à-dire l'ensemble de la Fédération de l'hôtellerie française, on va dire, on pourrait pas multiplier les exemples, qui chacun apporte leur contribution sur l'avenir des territoires ruraux à travers ce qu'ils représentent eux-mêmes. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant, qui est présenté par l'Association des maires ruraux de France, qui s'appelle Relancer, l'après-crise, à travers le local, c'est-à-dire redonner du pouvoir d'achat au local. Et je l'évoquais tout à l'heure, le pouvoir d'achat risque de ne pas venir sur nos territoires compte tenu des statuts des travailleurs sur nos territoires, donc c'est un vrai problème, et redonner les moyens aux collectivités de redynamiser leur territoire pour justement faire en sorte que les flux que l'on a connus là encore récemment, 1 700 000 franciliens qui sont partis d'Île-de-France à l'époque, tu disais, puissent trouver les moyens soit d'y rester en permanence, soit d'être un peu plus dans la double résidence, de manière à ce qu'il puisse y avoir les retombées économiques que l'on peut en attendre. Et donc voilà ce que demande l'association des maires ruraux de France, et sur leur site, c'est facile à trouver. Et notamment parce que ça a été évoqué, c'est-à-dire finaliser le plus rapidement possible la couverture numérique de notre territoire, Internet et la téléphonie mobile, ça me paraît fondamental. Là aussi, je le disais, pour donner des moyens aux collectivités, notamment qu'elles réhabilitent leur centre-bourg et leur centre des petites villes. Aujourd'hui, il y a eu des opérations cœur de ville qui concernaient plutôt les villes de plus de 20 000 habitants, quelques-unes un peu en dessous, mais très peu, jusqu'à 100 000 habitants, faire en sorte que les moyens soient donnés pour les
communes plus petites, et même pour les villages, les cœurs de bourg sont des sujets, sont des sujets importants. Et c'est une manière d'accueillir, mais à la fin, in fine, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, à moindre coût, c'est-à-dire qu'on ait une opération cœur de village, comme il y avait une opération cœur de ville. Je regarde un peu ce que j'ai comme note sous les yeux, là, que j'avais. Ah oui, là aussi, pour que les choses fonctionnent, c'est-à-dire éviter que l'on ait des collectivités locales qui soient empêchées d'agir, je disais des départements en matière économique, mais qu'on n'empêche pas, si une intercommunalité a décidé de ne pas intervenir dans un domaine, mais si la commune, elle, considère que dans ce domaine particulier, c'est utile parce que ses caractéristiques font qu'elle a un sujet particulier, qu'on n'interdise pas aux communes d'intervenir. Si la compétence est intercommunale, mais alors même, et c'est son choix et légitime aussi, que les unes n'ont pas décidé d'exercer cette compétence, ça me paraît fondamental. Il y a à la fois des cadres du juridique et des volumes financiers. Et puis, je le disais, des moyens financiers à l'innovation, ça me paraît fondamental. Et globalement, qu'on ne raisonne pas, qu'on mette le paquet. On était capable de trouver 110 milliards là, eh bien, trouvons entre 5 et 10 milliards pour les territoires ruraux, 80% du territoire, et alors là aussi, les chiffres se discutent à l'infini, mais en gros, un tiers aujourd'hui, quand même, des Français sont dans les territoires ruraux. C'est à peu près le chiffre qui est à peu près reconnu, accepté par tout le monde. Un élément qui m'a paru important sur nos territoires ruraux aussi, c'est la question des personnes âgées sur les territoires ruraux. C'est une part de la population importante. On a vu les problématiques qu'ont posées les EHPAD aujourd'hui, et on verra à la fin de la crise les conséquences en termes humains que ça a pu générer, à la fois du point de vue des résidents et de ceux qui ont été touchés et de ceux qui sont morts, mais du point de vue des personnels, alors soignants et non soignants, qui aujourd'hui travaillent et ne sont pas rémunérés à la juste valeur. C'est-à-dire, en rémunérant mieux ces personnes-là, on donnera les moyens à un meilleur accompagnement de nos personnes âgées, et on irriguera les territoires à travers un pouvoir d'achat renforcé. On a une paupérisation des populations sur les territoires ruraux depuis au moins une vingtaine d'années qu'il faut absolument arrêter. Et on a beaucoup de personnes qui travaillent dans les activités de service, soit en établissement, soit chez les ménages eux-mêmes. Ça me paraît important de revaloriser cette rémunération. Et puis, peut-être en profiter pour repenser à l'échelle de nos territoires l'hébergement de nos personnes âgées. Alors, on était à dire, là aussi, économie d'échelle, il nous faut des établissements importants, des EHPAD qui ont au moins 80 résidents, etc. Essayons peut-être de raisonner autrement. D'abord, les gens n'ont pas envie de déraciner. Dans des petites communes, peut-être avoir des… Alors, ça s'est fait ici et là, mais ce n'est pas suffisamment parce que les moyens financiers ne sont pas là pour accompagner. Ils ont des résidences alternatives d'une dizaine, d'une douzaine de personnes, s'appuyant sur les services locaux d'aide ménagère, d'aide de domicile, d'aide soignante, etc. Travaillant en réseau, c'est ce qui est de l'animation, avec quand on est tous les 10 km sur un certain nombre de… La plupart de nos territoires, on a un hameau, enfin un village en tout cas, et ce qui n'empêche pas de travailler en réseau. C'est arrêtons de penser là aussi de manière concentrée, mais organisons les choses en réseau, ce qui n'empêche pas d'avoir des approches exigeantes en termes de qualité, qu'il s'agisse des hébergements, des animations, de l'encadrement des personnes, et ce qui permet en travaillant en réseau d'avoir les expertises dans les différents métiers qui sont utiles. Le soin, l'animation, enfin, je pourrais multiplier des exemples. Ça aussi, s'il y avait une leçon à tirer de ce qu'on vient de voir, la concentration crée des problèmes. Une des réponses, c'est d'organiser la société en réseau, que ce soit sur le plan de l'aménagement du territoire et de la géographie, mais sur le plan aussi économique, etc., de manière à ce que on soit moins fragile lorsqu'il y a des difficultés. Et on nous bassine depuis des années, et sûrement de manière légitime, pour dire l'avenir, c'est le réseau, mais c'est le réseau dans l'organisation de l'espace également, dans l'organisation de la société. Et il se trouve que la technologie nous permet de travailler de cette manière-là. Très souple. Tout à fait. Arnaud avait une question, tu voulais faire remonter des questions? Oui, c'est pour faire remonter des questions ou des remarques. Alors, première remarque, la MSA a développé les MARPA, habitat en milieu rural, avec service pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, il faudrait peut-être, si vous savez, définir ces sigles.
Autre proposition, question. Faudrait-il restaurer la compétence générale des collectivités territoriales, et peut-être articuler cette restauration de compétences générales. Bon, il faudrait peut-être redéfinir ce que c'est parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, et peut-être mettre un lien entre clause de compétences générales des collectivités territoriales et conférence territoriale de l'action publique. Enfin bon. Dernière remarque, relocaliser implique aussi améliorer l'accès à la formation, aux nouvelles technologies de l'information, à l'énergie propre, aux dessertes SNCF ou transports en commun, sans pour autant importer des sites de production limités à des annexes de branches trop spécifiques. Relocaliser, les solutions pour réindustrialiser ou relocaliser ne résident-elles pas soit dans l'innovation autour des initiatives locales et de l'économie du savoir, soit en réactivant des traditions entre guillemets locales, exemple production traditionnelle, matériaux de construction, briqueterie, teinture, huile, etc. Alors, sur le dernier point, je peux apporter un angle de vue économiste, puisque j'ai travaillé dans la relation avec les territoires rhône-alpins, qui étaient des territoires justement industriels très tournés vers le textile, la soie au départ et ensuite vers des produits textiles dérivés. Il est évident que dès lors où on a gardé la tradition via des tout petits ateliers, cette tradition a pu réémerger à travers des projets beaucoup plus ambitieux. Et je tiens à rendre hommage notamment au tissage de Charlieu, qui sont c'est une PME, une centaine de salariés en Rhône-Alpes, qui était orientée justement vers le textile aéronautique et qui, il y a 2 mois, s'est orientée vers la fabrication de masques à usage, on va dire, médicaux, et qui justement a pu opérer son office parce qu'elle avait gardé, par des efforts considérables d'adaptation, cette capacité productive et a entretenu cette tradition de savoir-faire industriel. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a d'autres territoires qui sont plutôt métallurgiques, et même s'ils ont connu une régression évidente de leur production, peuvent effectivement, à mon sens, servir d'appui pour des relocalisations et assurer un essor nouveau sous des formes adaptées aux besoins économiques du moment. Donc fondamentalement, oui, les savoir-faire préservés dans les territoires restent dormants ou relativement peu développés, mais peuvent à tout moment ressusciter de nouveaux projets. Peut-être que Patrice peut compléter sur les questions qui étaient un mot parce qu'on a parlé de relocalisation. Si on parle de relocalisation, c'est qu'il y a eu délocalisation. Et que la délocalisation est liée à un sujet qu'on a évoqué précédemment, est liée à la concentration des entreprises en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a eu des entreprises monde qui pensent globalement et qui jouent au Monopoly à l'échelle mondiale de manière à maximiser les profits. C'est un vrai sujet. Et sur nos territoires, en définitive, on s'est trouvé sur les territoires ruraux avec parfois des implantations localisées, mais avec des centres de décision complètement extérieurs. Et c'est-à-dire sans que l'on puisse agir par rapport à des décisions qui étaient prises à New York, à San Francisco ou à Kuala Lumpur. Et ça, c'est quand même le vrai sujet. Mais avec aussi une erreur de la part de ces entreprises, c'est-à-dire une incapacité à penser ces unités de production locales avec le réseau éventuellement des sous-traitants locaux, voire des clients locaux aussi, et sans savoir s'appuyer non plus de manière pertinente sur le potentiel de formation qu'il y avait sur les territoires. C'est-à-dire cette pensée vraiment vue de très loin n'a pas permis d'optimiser la capacité productive de ces unités. Et dès lors, ils ont décidé d'aller voir ailleurs et en raisonnant uniquement sur les coûts de production tels qu'ils dans ce qu'ils ont de moins riche en quelque sorte, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre, point. Mais ils n'ont pas pris en compte ce que pouvaient leur apporter les territoires parce que les gens qui étaient les responsables des établissements localisés sur nos territoires n'avaient pas cette capacité, cette compétence c'est pas ce qu'on leur demandait. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc la relocalisation, elle se fera si on met en place, et il faudrait que ça puisse se faire de manière un peu coordonnée à une échelle au moins européenne, en mettant en place des mesures
alors je ne vais pas dire coercitive, mais enfin en pénalisant. Vous avez, je ne sais pas, tel pourcentage de votre activité qui est à l'extérieur, et ben l'imposition en France, elle est de temps. Enfin, il faut trouver quelque chose qui ne soit pas en mesure nous-mêmes, comme le fait aujourd'hui Amazon, en demandant du chômage partiel parce qu'ils ont été empêchés de développer l'ensemble de leur activité. Vexé, on va dire. Franchement, c'est insupportable. Je veux dire. Donc là, il faut trouver quelque chose qui oblige à la relocalisation, sauf à prendre, voilà, enfin, à être pénalisé d'une certaine manière. Mais c'est des vrais sujets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la seule incitation qui est la politique aujourd'hui, qui est menée depuis 30 ans, c'est-à-dire dans une approche intellectuelle purement générale, en ayant des choses qui relèvent de la planification, c'est-à-dire des perspectives partagées que l'on doit construire. Ce n'est pas des mots, des gros mots qu'il faut aujourd'hui penser l'avenir de manière coordonnée. Ça s'appelle une planification. Ça n'a pas que des défauts. Alors, bien évidemment, on sait les dérives qu'il y a pu avoir et l'inefficacité que ça a pu avoir aussi, mais on parle de ce qui a pu se faire en France dans les années 60, 70, ça n'est pas inintéressant. Et parfois obligé, et pas simplement incité. Soyez gentils, on sert gentil avec nous. Non, je veux dire, ce n'est pas ça n'est pas, on ne peut pas fonctionner que comme ça. Après, il y avait 2 ou 3 choses qui ont été évoquées sur la question. Alors, tu as évoqué sur le savoir-faire, moi je crois, c'est d'où l'idée de déruralité. C'est des ruralités avec des savoir-faire différents parce qu'il y a des ressources différentes, etc. Ça me paraît essentiel. Regardez ce que l'on est parce qu'on a là du potentiel de valeur ajoutée d'une manière générale. Et ça a été évoqué, la question de la formation est fondamentale aussi sur nos territoires. Il y a eu ces dernières années, là, 2 ou 3 études pas inintéressantes justement sur les jeunes sur nos territoires et ceux qui restent sur nos territoires, alors que ce ne sont pas des territoires choisis pour eux, mais ils ne savent pas comment sortir de ce périmètre-là parce qu'ils n'ont pas les outils en termes de formation ou ils n'ont pas le capital financier pour sortir. Donc en fait, ils restent sur les territoires parce que c'est le seul capital qu'ils ont, c'est leur capital relationnel, c'est leurs amis, leur famille, etc. Et donc, si en plus, ils partent, ils perdent aussi ça. C'est-à-dire, et donc, c'est un vrai sujet de former nos jeunes de manière à ce qu'ils, et sur les territoires, et là, avec les moyens technologiques aussi, on doit pouvoir avancer en n'ayant pas nécessairement que du présentiel à l'extérieur, parce qu'on sait aussi, compte tenu des revenus des habitants de nos territoires, c'est parce que ça coûte cher que les jeunes ne font pas nécessairement d'études supérieures, alors même qu'au bac, ils ont le même niveau. Et ça, c'est quand même dramatique. C'est très bien de rester au bac si c'est un choix, mais si c'est par contrainte, ça n'est pas supportable, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas équitable et ça n'est pas républicain à la fin. On a évoqué la question des MARPA pour définir ce que c'était. C'est un peu, oui, c'est un bon exemple de ce que je disais. Ce sont des petites unités, maisons rurales d'accueil de personnes âgées. Je crois que ça veut dire ça. Ou à quelque chose près, c'est ça. Et c'est ça, c'est des petites unités où on permet aux gens âgés qui restent seuls parfois, souvent des femmes, parce que les hommes vivent moins longtemps, de rester dans leur village et donc de rester dans leur sociabilité habituelle, quoi. Et donc, c'est plutôt pas mal. C'est des unités de 8, 10, 12 personnes. Et c'est vrai qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, peut-être même 30 ans, que la MSA a accompagné la mise en place de ces types d'établissements. On a parlé de la compétence générale. La compétence générale consistait jusqu'en 2015 à ce que les départements, les communes, est-ce qu'il y avait les régions? J'ai un tout petit doute pour les régions, mais je crois que si aussi, pour les régions, c'est-à-dire pouvaient agir dans tous les domaines dès lors qu'elles étaient en mesure de démontrer qu'il y avait un intérêt local, c'est-à-dire un intérêt communal. On fait une école dans sa commune pour accueillir les enfants, il y a clairement un intérêt communal. Mais si par exemple on achète, ça s'est fait il y a quelques années, on achetait, je ne sais pas quoi, à La Baule ou au Sable d'Olonne, une résidence pour que les enfants de la commune aillent passer des vacances et trouver un autre environnement, ça marchait, ce n'était pas nécessairement sur son territoire, mais ça devait revenir avoir un intérêt pour les habitants ou pour les entreprises de la commune. C'était vrai pour le département, donc tout faire dès lors qu'on était, s'il y avait une contestation devant un tribunal, capable de démontrer qu'il y avait un intérêt pour la population concernée, pour les administrés en général. Ça a été battu en brèche à partir de 2015 avec la loi sur la nouvelle organisation de la République, qui a été votée en 2015 et qui a laissé une compétence générale aux communes en leur demandant quand même d'adhérer à des communautés de communes qui, elles, avaient des compétences obligatoires, notamment dans le domaine économique, mais pas seulement. Donc, et les départements se sont vus plutôt dédier le secteur social
que personne ne voulait avoir parce que c'est un secteur compliqué. Les régions du Haut-Rhin n'étaient pas très intéressées par ça. Et puis, les régions étaient dévouées à la fois au transport, à la formation, éducation à partir du lycée, et puis à l'économie. Voilà un peu pour dire schématiquement les choses. Et donc, les collectivités qui n'ont pas les compétences qui leur sont liées ne peuvent pas intervenir dans les autres. Ce que je disais, le département ne peut plus intervenir dans le domaine économique alors que c'était un intervenant jusqu'en 2015. Voilà ce que ça veut dire. Et moi, je suis assez convaincu, d'abord, parce qu'aujourd'hui, il se fait n'importe quoi. C'est-à-dire des communes interviennent dans des compétences transférées, des communautés de communes interviennent dans des compétences qui, normalement, restent des compétences communales. Le département, à travers l'accompagnement de l'économie sociale, intervient un peu dans le domaine économique, à travers l'attractivité du territoire, arrive à contourner un peu la loi. Enfin, juridiquement, en plus, ça crée une insécurité majeure parce qu'il y a incapacité à contrôler, les services de l'État ne sont plus capables. Et puis surtout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple pour les communautés de communes, elles lèvent à peu près l'équivalent de ce que lèvent en impôts les communes. Donc, le principe de la démocratie, c'est le contrôle du prélèvement de l'impôt et le contrôle de ce que l'on fait de l'impôt pour éventuellement autoriser à nouveau le prélèvement de l'impôt. Ça a été fait au XVIIe siècle, ça a été comme ça que ça a commencé en Angleterre, et c'est la base de la démocratie, c'est-à-dire le contrôle du prélèvement et le contrôle de ce que l'on fait des finances publiques et l'autorisation faite par des représentants du territoire concerné de lever l'impôt et de continuer à l'utiliser, de définir les grandes orientations de dépenses. Donc aujourd'hui, on a un secteur, un niveau, l'intercommunalité par exemple, qui prélève de l'impôt et qui n'est pas directement soumis au contrôle des électeurs, sauf indirectement. Et donc moi je dis pour ces différentes raisons, donnons les compétences générales, et il appartient à des électeurs administrés, éclairés par la proximité aussi, de contrôler ce qu'il en est fait et de dire s'ils sont satisfaits ou pas à l'occasion des votes, et peut-être mettre en place des modes de participation différenciés et entre là aussi les deux votes. 6 ans pour dire bah non, ça ne va pas tout à fait ce qui est en train de se mettre en place, ça fait non. Donc trouver des moments. Alors ça existe aujourd'hui hein, juridiquement, mais ça n'est pas soumis à obligation. Donc là aussi, on a à construire, à reconstruire un peu un modèle démocratique, en tout cas intercommunal. Ça, c'est une réalité. Peut-être qu'on peut conclure sur ces paroles, en tout cas avec cette belle idée d'habilitation de l'État dans son rôle souverain, d'une nation reconquérante de ses territoires au service de l'intérêt commun. Et je crois qu'effectivement, le sujet, les questions, votre présence à tous internautes ce soir dans le cadre de ce séminaire atteste de toute l'importance que représente le monde rural aujourd'hui. Et il me reste donc à remercier Patrice Joly pour sa présence et le travail réalisé au sein des nouvelles ruralités, à remercier Jean-Luc Robert pour son opiniâtreté pour équiper nos territoires malgré les obstacles, et évidemment Paul dans sa belle entreprise collective de structuration des artisans dans le Haut-Nivernais. Voilà, donc il nous arrive de conclure. Arnaud, tu as un message, non? Voilà, donc Au revoir et à bientôt pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 7 mai sur la prédation financière sur les entreprises industrielles, l'exemple de Luxter et comment remettre en place une politique industrielle en France avec un représentant, un délégué du personnel de l'entreprise. Au revoir.